Maman a zappé ma crémaillère, ignorant que je vivais dans un domaine à 4,5 € qui passait à la télé. Une fois l'émission diffusée et mon palace révélé, mon téléphone a explosé. Il n'était pas prêt pour la vérité. Nous ne pourrons pas venir à ta pendaison de crémaillère. Ta sœur a besoin de faire quelques courses, disait le SMS de ma mère. Je fixais l'écran de mon téléphone pendant ce qui me sembla une éternité, regardant les mots se brouiller tandis qu'une douleur familière s'installait profondément dans ma poitrine. Un instant, j'envisageais de taper tout ce que je voulais dire. Toutes les années de déception et de négligence condensées en un message explosif qui leur ferait enfin comprendre. Au lieu de cela, je répondis simplement, pas de souci, et posai mon téléphone face contre le plan de travail en granit de ma toute nouvelle cuisine. Je m'appelle Chloé, et j'ai 31 ans. Je vis à Annecy, en Haute-Savoie, là où les Alpes se dressent comme d'anciennes sentinelles contre le ciel, et où l'air porte le parfum perpétuel du pain et des possibilités infinies. J'ai grandi dans une petite ville du Jura à environ 4 heures de route d'ici, le genre d'endroit où tout le monde connaissait les affaires de tout le monde et où les ragots se propageaient plus vite qu'une traînée de poudre. J'étais la fille aînée de ma famille, ce qui, dans la plupart des foyers, aurait une signification particulière. Dans le mien, cela signifiait que j'étais simplement le galop d'essai avant que mes parents n'aient l'enfant qu'ils voulaient vraiment. Ma sœur Amélie est arrivée 3 ans après moi. Et à partir du moment où elle a pris sa première inspiration dans cette chambre d'hôpital, je suis devenu invisible. Je ne dis plus cela avec amertume, juste avec la résignation tranquille de quelqu'un qui a passé 3 décennies à accepter une vérité fondamentale sur sa place dans le monde. Amélie était belle d'une manière que je n'ai jamais réussi à être. Avec des traits délicats et un teint de porcelaine qui faisait que des inconnus arrêtaient ma mère dans la rue juste pour commenter son magnifique bébé. J'étais banale, studieuse et bien trop sérieuse pour une jeune enfant. Tandis qu'Amélie charmait son monde dans chaque pièce où elle entrait, je me plongeais dans les livres. Tandis qu'elle collectionnait les amis et les admirateurs comme des coquillages sur une plage, je collectionnais les bourses d'études et les prix académiques que personne dans ma famille ne prenait la peine de reconnaître. La pendaison de crémaillère devait avoir lieu ce soir-là, et j'avais invité mes parents 3 semaines complètes à l'avance, leur donnant amplement le temps d'organiser leurs emplois du temps. Je leur avais envoyé l'adresse avec des indications détaillées, proposé de payer leurs frais d'essence, et même suggéré qu'ils passent la nuit dans l'une des chambres d'amis pour ne pas avoir à faire le trajet de retour dans le noir. Ma mère avait dit qu'elle y réfléchirait, sa voix portant ce ton distrait que j'étais si habitué à entendre chaque fois que je demandais quelque chose. Mon père n'avait pas répondu du tout à mon invitation, ce qui était typique de son désengagement total de ma vie. Et maintenant, 6 heures avant l'arrivée prévue des invités chez moi, je recevais ce SMS. Amélie avait besoin de courses. Ma sœur de 28 ans, qui vivait toujours à la maison avec nos parents, qui n'avait jamais gardé un emploi plus de 3 mois, qui ne semblait pas pouvoir fonctionner sans leur intervention constante, avait besoin de courses. Et d'une manière ou d'une autre, cette course banale l'emportait sur la célébration de l'achat de ma première maison. Je parcourus lentement ma maison, passant mes doigts sur les plans de travail en granit frais et les boiseries sur mesure que j'avais passé des mois à sélectionner soigneusement avec mon architecte. La maison se trouvait sur une propriété de 5 hectares de montagne immaculée, avec des baies vitrées du sol au plafond qui donnaient sur une vallée d'une beauté à couper le souffle. Cela me serrait le cœur chaque matin en me réveillant et en me rappelant qu'elle était à moi. J'avais travaillé sans relâche pour ce moment. 15 ans à trimer dans des postes de débutante, à économiser chaque euro que je pouvais, à construire une carrière dans la promotion immobilière qui avait dépassé toutes les modestes attentes que je m'étais jamais autorisé à avoir. Cette maison valait 4,5 millions d'euros et je l'avais payée entièrement en espèces. Mais mes parents ne savaient rien de tout cela. Ils ne le savaient pas parce qu'ils ne m'avaient jamais posé de questions significatives sur ma vie. Dans leur esprit, j'étais toujours la fille tranquille qui avait quitté la maison à 18 ans et prenait rarement la peine de revenir pour des visites. Ils supposaient que je vivais dans un modeste appartement quelque part, faisant ce que je faisais pour le travail. L'immobilier, ils comprenaient vaguement quand on les forçait à expliquer ma carrière à des parents curieux. Quelque chose avec les maisons, disaient-ils avec dédain. Ils n'avaient jamais visité mon bureau, jamais rencontré mes collègues ou partenaires commerciaux, jamais montré le moindre intérêt sincère pour l'empire que je construisais méthodiquement. Pendant qu'ils déversaient chaque once de leur attention et de leurs ressources sur Amélie, l'équipe de production de M6 était arrivée 3 jours plus tôt pour commencer le tournage. La chaîne produisait une émission spéciale sur les maisons de luxe en montagne dans le sud-est de la France, et ma propriété avait été sélectionnée comme l'une des 3 magnifiques demeures à être présentées. J'avais débattu intérieurement pendant des semaines de l'opportunité de parler à mes parents de l'épisode à venir,
imaginant leur visage choqué quand ils réaliseraient enfin la véritable ampleur de ce que leur fille négligée avait accompli entièrement seule. Mais quelque chose au fond de moi m'a retenu de partager cette nouvelle. Peut-être était-ce une fierté tenace qui refusait de mendier leur attention plus longtemps. Peut-être était-ce une autopréservation durement acquise après des décennies de déception. Ou peut-être savais-je simplement, avec une certitude ancrée jusqu'à la moelle, que même cette réussite remarquable ne suffirait pas à détourner leur attention de leur précieuse Amélie plus d'un instant fugace. Ma meilleure amie Manon arriva 1 heure avant le début prévu de la fête, les bras débordant de magnifiques arrangements floraux et le visage plein d'une inquiétude à peine dissimulée. Nous nous étions rencontrés pendant notre première année d'université, 2 femmes farouchement ambitieuses qui refusaient de laisser quoi que ce soit ou qui que ce soit se mettre en travers de nos rêves. Elle était maintenant une architecte incroyablement prospère avec sa propre agence florissante, et elle m'avait en fait aidé à concevoir certains des éléments architecturaux sur mesure de cette même maison. Manon connaissait ma situation familiale compliquée mieux que quiconque dans ma vie, ayant été témoin d'innombrables déceptions au cours de nos 13 ans d'amitié. Et quand je lui montrai en silence le SMS dédaigneux de ma mère, elle secoua lentement la tête avec la lassitude profonde de quelqu'un qui avait entendu cette même histoire bien trop souvent. « Ils ne viennent pas », dit-elle sèchement. Ce n'était pas une question nécessitant une réponse. Amélie a besoin de courses, répondis-je, ma voix soigneusement neutre. Manon posa les arrangements floraux élaborés sur mon îlot de cuisine et me serra dans une étreinte forte et féroce qui communiquait tout ce que les mots ne pouvaient exprimer. C'est leur perte, Chloé. Regarde cet endroit incroyable. Regarde tout ce que tu as construit complètement seul. S'ils ne peuvent pas voir ta valeur après toutes ces années, c'est entièrement le reflet de leurs propres limites, pas des tiennes. J'acquiesçai contre son épaule, déglutissant difficilement contre la boule tenace qui se formait dans ma gorge. Elle avait absolument raison. Bien sûr, Manon avait toujours raison sur ces choses, avec sa perspective lucide non obscurcie par le besoin désespéré d'approbation parentale qui me tourmentait encore malgré tous mes efforts. Mais savoir quelque chose intellectuellement et le ressentir émotionnellement sont 2 expériences entièrement différentes. Une partie de moi, cette petite fille blessée qui vivait encore quelque part au fond de mon cœur d'adulte, désirait toujours leur approbation avec une intensité embarrassante, voulait toujours désespérément être la fille qu'ils célébraient et dont ils se vantaient, au lieu de celle qu'ils oubliaient perpétuellement. Alors que je regardais par mes fenêtres, la lumière de l'après-midi commençait sa lente transformation dorée en soirée, et je savais que la fête commencerait bientôt sans eux. J'ai grandi dans une maison où l'amour était rationné comme de précieuses fournitures de guerre, et Amélie recevait toujours la plus grande part sans discussion. Je ne me souviens sincèrement pas d'une seule célébration d'anniversaire où elle n'ait pas trouvé un moyen de faire de ma journée spéciale la sienne. Quand j'ai eu 16 ans, elle a piqué une crise de colère élaborée parce qu'elle voulait exactement le même gâteau au chocolat que j'avais spécifiquement demandé, même si son propre anniversaire était encore dans 3 mois entiers. Mes parents ont cédé à ces exigences immédiatement, bien sûr, achetant 2 gâteaux identiques et transformant en quelque sorte la célébration de mon anniversaire marquant en un événement commun qu'elle a complètement dominé. Quand j'ai obtenu mon baccalauréat en étant major de promotion avec une bourse d'études complète pour une université prestigieuse, Amélie s'est plainte bruyamment et avec persistance de devoir assister à la cérémonie ennuyeuse. Nous avons quitté ma remise de diplôme plus tôt, avant même que je puisse prendre des photos avec mes professeurs et amis, pour qu'elle puisse se rendre à une fête à la piscine d'un ami qu'elle considérait comme bien plus importante. L'université est devenue mon évasion désespérément nécessaire de cette dynamique étouffante. J'ai délibérément choisi une université à 6 heures de route de la maison, assez loin pour que les visites soient logistiquement difficiles à organiser pour tout le monde. J'ai cumulé 3 emplois à temps partiel simultanément pour couvrir toutes les dépenses que mes généreuses bourses ne couvraient pas entièrement, refusant obstinément de demander une aide financière à mes parents parce que je savais instinctivement que demander signifierait leur devoir quelque chose. Et leur devoir quoi que ce soit me maintiendrait en permanence lié à une dynamique familiale qui étouffait lentement mais sûrement chaque parcelle de joie et d'estime de soi en moi. Je me suis spécialisé en commerce avec une concentration en promotion immobilière, attiré inexplicablement par la nature tangible de la propriété et de la terre, la manière satisfaisante de transformer quelque chose de négligé et d'oublier en quelque chose de véritablement précieux et beau. Mon premier emploi professionnel après l'université fut dans une petite entreprise de promotion immobilière à Lyon. J'étais la plus jeune de toute l'équipe de près d'une décennie et la seule femme à un poste de direction, ce qui signifiait que je devais travailler 2 fois plus dur que mes collègues masculins pour gagner ne serait-ce que la moitié de leur respect et de leur reconnaissance. L'effort supplémentaire ne me dérangeait pas le moins du monde.
Le travail acharné était un territoire confortable et familier pour quelqu'un qui avait passé toute son enfance à essayer de gagner un amour qui était donné gratuitement à sa sœur. En 2 ans dans cette entreprise, j'avais conclu plus d'affaires rentables que quiconque dans l'histoire de la société. En 5 ans, je dirigeais ma propre division spécialisée avec une équipe de 8 personnes sous ma responsabilité directe. Au moment où j'ai eu 30 ans, j'avais lancé ma propre entreprise indépendante spécialisée dans les propriétés de luxe en montagne, transformant des domaines abandonnés et des parcelles de terrain négligées en maisons de rêve de plusieurs millions d'euros qui attiraient de riches acheteurs de tout le pays. Pendant toute cette croissance professionnelle remarquable, mes parents restèrent entièrement concentrés sur Amélie et sa série interminable de petites crises. Elle avait navigué sans but d'un emploi à l'autre après avoir à peine réussi à obtenir son baccalauréat avec les notes minimales acceptables. Chaque nouveau poste ne durait que quelques mois avant qu'elle ne démissionne de manière spectaculaire ou ne se fasse renvoyer pour mauvais rendement. Elle avait une porte tournante de petits amis que mes parents soutenaient financièrement, puis la consolaient lorsque les relations s'effondraient inévitablement. Elle était retournée vivre chez nos parents à 23 ans et n'était jamais repartie, prétendant perpétuellement qu'elle était encore en train de se chercher pendant que mes parents payaient absolument tout ce dont elle avait besoin ou envie. Le contraste entre nos 2 vies n'aurait pas pu être plus saisissant. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, c'est toujours moi qui n'étais pas à la hauteur à leurs yeux critiques. Quand j'ai acheté ma première maison à 26 ans, une modeste maison à rénover que j'ai personnellement rénovée au cours d'une année entière, le seul commentaire de ma mère fut qu'elle espérait que je ne négligeais pas ma vie personnelle et mes relations pour le travail. Quand j'ai remporté un prestigieux prix d'affaires régional à 28 ans, mon père a complètement oublié de répondre à mon appel téléphonique excité lui annonçant la reconnaissance. Quand j'ai conclu ma première affaire de développement de 10 millions d'euros à 30 ans, ils étaient trop occupés à aider Amélie à surmonter une autre rupture dévastatrice pour assister au petit dîner de célébration que j'avais prévu des semaines à l'avance. J'ai appris par la répétition douloureuse à cesser de partager mes succès professionnels avec eux. Cela faisait simplement moins mal que de partager des nouvelles excitantes et de se heurter à une indifférence écrasante ou à des changements de sujet immédiats pour revenir aux problèmes d'Amélie. Je me suis construit une vie riche et épanouissante, absolument pleine de gens qui célébraient sincèrement mes réalisations sans réserve. Des collègues qui respectaient profondément mon éthique de travail et mon sens des affaires. Des amis qui se présentaient de manière fiable quand cela comptait vraiment. Manon est devenue la sœur que je n'ai jamais vraiment eue en Amélie. Farouchement loyale et sincèrement fière de tout ce que j'accomplissais. Mais il y avait toujours ce vide douloureux dans ma poitrine, l'espace sacré où l'amour parental inconditionnel aurait dû vivre et s'épanouir, qui restait douloureusement vide, peu importe le succès professionnel que j'accumulais. La veille de la pendaison de crémaillère, j'avais appelé ma mère une dernière fois pour confirmer qu'il prévoyait bien de venir. Elle avait été clairement distraite tout au long de notre brève conversation, n'écoutant qu'à moitié mes mots, tandis qu'Amélie se plaignait bruyamment et avec pétulance en arrière-plan de quelque chose de trivial et sans importance. « Nous ferons de notre mieux pour venir, Chloé », avait dit ma mère avec ce ton évasif que je ne connaissais que trop bien. Ce n'est qu'à 3 heures de route. Vous pourriez facilement passer la nuit dans l'une de mes chambres d'amis. Nous verrons comment les choses se passent. Ta sœur Amélie ne se sent pas particulièrement bien ces derniers temps. À 28 ans, le fait qu'Amélie ne se sente pas bien était apparemment encore une raison suffisante pour faire dérailler tout projet familial qui n'était pas entièrement centré sur ses besoins et ses désirs. J'aurais dû reconnaître alors, à partir de cette seule conversation dédaigneuse, qu'il ne viendrait jamais à ma célébration. Le SMS du lendemain matin n'était que la confirmation officielle de ce que j'avais déjà compris au plus profond de moi. Mes parents choisiraient toujours Amélie plutôt que moi, sans hésitation. Ils choisiraient sa paresse plutôt que mes accomplissements marquants, ses besoins en course plutôt que ma célébration, son confort plutôt que mon bonheur. C'était le schéma établi de mes 31 années de vie, et j'avais été sotte de penser que cette occasion particulière serait en quelque sorte différente. Ce que mes parents ne savaient pas, ce que je leur avais très délibérément caché, c'est que ma modeste petite pendaison de crémaillère était sur le point de devenir extrêmement publique. L'épisode de M6 présentant ma propriété devait être diffusé ce soir-là, juste au moment où mes invités seraient réunis dans mon grand salon, regardant la première sur mon écran géant. La chaîne avait fait une promotion intensive de l'émission spéciale sur les maisons de luxe sur toutes ses plateformes pendant des semaines, et l'anticipation parmi ses téléspectateurs dévoués était à son comble. Mes divers comptes de médias sociaux avaient déjà été identifiés dans de nombreuses publications promotionnelles d'avant-spectacles de la chaîne et de passionnés de design. Bien que j'ai gardé mes propres flux personnels notamment discrets et mystérieux,
j'avais pris la décision consciente de ne pas parler à mes parents de l'émission de télévision pour la même raison exacte que j'avais cessé de leur parler de quoi que ce soit d'important sur le plan professionnel dans ma vie. Leur réaction inévitable, ou plus probablement leur manque total de réaction significative, ne me causerait qu'une douleur inutile. Mais en recevant ce SMS dédaigneux sur les besoins en course d'Amélie, quelque chose de fondamental a changé en moi. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas ressenti la piqûre familière de la blessure et du rejet. J'ai ressenti quelque chose de tout à fait nouveau, quelque chose de beaucoup plus proche d'une anticipation calme. Ils avaient librement choisi de manquer ce moment, tout comme ils avaient librement choisi de manquer chaque autre moment significatif qui avait jamais compté pour moi. Mais cette fois-ci serait différente. Cette fois, ils ne pourraient pas simplement ignorer les preuves accablantes de mon succès. Cette fois, le monde entier verrait exactement ce qu'ils avaient obstinément refusé de reconnaître pendant 3 décennies. Et j'avais décidé que j'allais les laisser découvrir tout cela par eux-mêmes, sans aucun avertissement de ma part. La fête se déroula exactement comme je l'avais méticuleusement planifié, avec une absence notable que personne, à l'exception de Manon, ne remarqua ou ne pensa à questionner. Mes 50 invités se mêlaient joyeusement sous les plafonds cathédrales vertigineux, sirotant du champagne coûteux et admirant les vues panoramiques spectaculaires à travers mon mur de fenêtres. L'équipe de production de M6 termina de capturer ses derniers plans d'ensemble et emballa soigneusement tout son équipement professionnel, me promettant à plusieurs reprises que l'épisode final serait absolument spectaculaire. À 20 heures précises, nous nous sommes tous réunis dans la salle multimédia, un espace luxueux que j'avais spécialement conçu pour des moments comme celui-ci, avec un écran qui dominait un mur entier et une acoustique sur mesure qui rendait chaque son complètement immersif. Lorsque l'épisode commença sa diffusion, mes invités assemblés éclatèrent en acclamations et applaudissements enthousiastes. Il y avait ma maison, présentée dans toute sa splendeur magnifique, la caméra balayant lentement les panoramas montagneux infinis et s'attardant avec amour sur tous les détails architecturaux que j'avais si soigneusement et pensivement sélectionnés au cours de mois de planification. Le charmant animateur parla avec connaissance de l'histoire fascinante de la propriété, de sa transformation spectaculaire de domaine négligé en joyau de luxe, et du promoteur visionnaire qui avait mené le projet ambitieux à une réalisation éblouissante. Puis vint mon segment d'interview personnel où je parlais avec passion de mon profond engagement envers la préservation architecturale, de mon dévouement aux pratiques de développement de luxe durable, et de ma conviction fondamentale que chaque grande maison devrait raconter une histoire significative. Je me suis regardé parler avec confiance sur cet écran massif et j'ai à peine reconnu la femme posée et éloquente que je voyais. Elle était tout ce pourquoi j'avais travaillé si sans relâche pour devenir, tout ce que mes parents n'avaient jamais pris la peine de voir ou de reconnaître. Alors que le segment touchait à sa fin et que mes invités applaudissaient à nouveau avec enthousiasme, j'ai ressenti un étrange mélange doux-amer de triomphe durement gagné et de chagrin persistant. C'était le moment décisif vers lequel j'avais construit toute ma vie d'adulte. Et les 2 personnes qui auraient dû être les plus fières étaient assises à la maison à 4 heures de route, achetant des courses pour une sœur qui ne pouvait pas se donner la peine de faire quoi que ce soit de significatif par elle-même. Après la fin de la projection réussie et que la fête commença à se terminer naturellement, je sortis seul sur ma vaste terrasse pour un moment de solitude tranquille. Les montagnes étaient complètement enveloppées d'une obscurité veloutée à ce moment-là, mais je pouvais encore sentir leur présence solide et durable tout autour de moi, comme une étreinte protectrice. J'avais construit quelque chose de vraiment remarquable ici sur cette terre, quelque chose de significatif qui survivrait longtemps à toutes les petites déceptions et aux décennies de négligence familiale. Mais même en reconnaissant cette vérité importante pour moi-même, je ne pouvais pas me défaire de la question persistante qui me hantait depuis ma petite enfance. Pourquoi n'ai-je jamais été assez pour eux? J'ai sorti mon téléphone et posté un simple emoji cœur rouge sur tous mes comptes de médias sociaux. Un geste si petit et cryptique qu'il était à peine enregistré comme une communication. Puis je suis retourné à l'intérieur de ma belle maison pour remercier mes derniers invités d'être venus, pour accepter leurs chaleureuses félicitations avec une gratitude sincère, et pour prétendre de manière convaincante que l'absence douloureuse de ma famille ne m'importait pas du tout. Mais même en souriant, en étreignant et en faisant des plans enthousiastes pour de futures réunions, je savais que quelque chose avait fondamentalement et définitivement changé en moi. La petite fille désespérée, qui mendiait pathétiquement des miettes d'attention parentale, était finalement devenue une femme qui refusait absolument de mendier plus longtemps. Et quelque part loin, dans une modeste maison à 4 heures de route d'ici, mes parents étaient sur le point de découvrir exactement ce que leur décennie d'indifférence désinvolte leur avait vraiment coûté. Le lendemain de la fête, je me suis réveillé avec un téléphone absolument inondé de notifications de toutes sortes. Amis,
connaissances professionnelles et parfaits inconnus avaient tous vu l'épisode diffusé et me contactaient avec des félicitations enthousiastes et un véritable émerveillement devant ma belle propriété. Ma boîte de réception contenait des demandes sérieuses de clients potentiels fortunés, des demandes formelles d'interviews médiatiques et des messages d'autres promoteurs éminents souhaitant explorer des opportunités de collaboration. La réponse massivement positive était formidable de la meilleure façon possible, une validation attendue depuis longtemps de tout ce pourquoi j'avais travaillé si dur pendant 15 ans. Mais les messages que j'ai remarqués le plus vivement étaient ceux qui brillaient par leur absence. Mes parents ne m'avaient pas appelé pour me féliciter. Ma sœur n'avait pas envoyé un seul SMS. Dans les 12 heures qui avaient suivi la diffusion de l'épisode à la télévision nationale, ma famille immédiate avait maintenu le même silence radio qui avait toujours défini notre relation dysfonctionnelle. Soit ils n'avaient pas vu l'émission fortement promue, ce qui semblait très improbable compte tenu de toute la publicité préalable, soit ils l'avaient vue et ne s'en souciaient tout simplement pas assez pour tendre la main avec une quelconque reconnaissance. Les deux possibilités piquaient profondément, bien que je me sois entraîné pendant de nombreuses années à ne pas montrer extérieurement à quel point leur indifférence m'affectait. J'ai passé toute la matinée à répondre de manière productive aux appels professionnels et à la vague de messages. Ma vie professionnelle était soudainement plus exigeante et excitante qu'elle ne l'avait jamais été auparavant. L'exposition nationale de l'émission spéciale avait considérablement élevé mon profil dans l'industrie du jour au lendemain, et des opportunités lucratives affluaient beaucoup plus vite que je ne pouvais les traiter. À midi, j'avais déjà programmé 3 réunions distinctes avec des investisseurs majeurs potentiels et reçu une offre préliminaire pour servir de consultante principale sur un projet de développement de complexes touristiques massifs en Suisse. Toutes mes années de travail acharné portaient enfin leurs fruits d'une manière que j'avais seulement osé imaginer. Puis ma mère a appelé. J'ai fixé son nom clignotant sur mon écran pendant un long moment incertain avant de finalement répondre. Quelque chose au fond de moi me disait que cette conversation ne serait ni agréable ni congratulatoire. Mais ma curiosité l'a finalement emporté sur mon sens bien développé de la prudence. « Chloé, pourquoi ne nous as-tu rien dit de tout ça ?» Sa voix était sèche et immédiatement accusatrice, pas chaleureuse ou fière. « Te parler de quoi exactement ? De l'émission de télévision ? De cette énorme maison ? Nous n'en avions absolument aucune idée. As-tu la moindre idée à quel point c'était incroyablement embarrassant que notre voisine Dorothée nous appelle ce matin pour nous demander si nous avions vu notre fille Chloé à la télévision hier soir ? Nous ne savions même pas de quoi diable elle parlait. Je me suis assise lentement sur mon tabouret de cuisine, traitant soigneusement ces paroles révélatrices. C'était donc leur réaction à mon succès. Pas de fierté pour mes accomplissements, pas de félicitations sincères pour ma réussite. Une pure gêne d'avoir été publiquement pris en flagrant délit de ne rien savoir de la vie remarquablement réussie de leur propre fille. Je vous ai invité à la pendaison de crémaillère, dis-je, gardant ma voix délibérément calme et contrôlée. 3 semaines complètes à l'avance, je vous ai prévenu bien assez tôt. Vous avez choisi de ne pas venir. Tu ne nous as jamais dit que ça allait être diffusé à la télévision. La fête elle-même n'était pas à la télévision, maman. La maison était présentée, et vous auriez tout vu de vos propres yeux si vous aviez simplement pris la peine de venir comme je l'avais demandé. Un lourd silence s'étira inconfortablement entre nous à travers la ligne téléphonique. Je pouvais entendre ma mère respirer à l'autre bout. Je pouvais presque sentir physiquement sa recherche mentale de l'angle qui transformerait en quelque sorte cette situation en ma faute plutôt qu'en la sienne. Ta sœur est très contrariée par tout ça, dit-elle finalement, sa voix portant ce ton défensif familier. Bien sûr, Amélie était contrariée. Amélie était perpétuellement contrariée par quelque chose ou autre, et ses sentiments prenaient toujours la priorité absolue sur les miens dans notre hiérarchie familiale. Pourquoi exactement Amélie est-elle contrariée ? Parce que tu as clairement caché ton succès considérable à toute la famille. Elle se sent profondément trahie par ton secret. J'ai éclaté de rire à ce moment-là, un son sec et amer qui m'a surprise moi-même par son intensité. Elle se sent trahie ? Je vous invite sincèrement tous les deux à chaque événement important de ma vie depuis plus d'une décennie, et vous avez fabriqué des excuses commodes pour manquer chacun d'entre eux sans faute. J'ai finalement arrêté de vous parler de mes accomplissements professionnels parce que vous ne vous en êtes jamais assez soucié pour les célébrer sincèrement avec moi. Si quelqu'un dans cette famille a une raison légitime de se sentir trahi, c'est bien moi. Ce n'est tout simplement pas juste, Chloé. Nous t'avons toujours entièrement soutenu en tout. Alors nomme une chose spécifique dans laquelle vous m'avez réellement soutenu. Juste une. Nomme une cérémonie de remise de diplôme à laquelle vous avez réellement assisté en personne. Une cérémonie de remise de prix où vous vous êtes présenté.
Une étape professionnelle que vous avez sincèrement reconnue avec enthousiasme. J'attendrai patiemment ta réponse ici. Plus de silence douloureux. Le poids lourd de celui-ci était presque physiquement insupportable. Tu as toujours été si farouchement indépendante, dit finalement ma mère, sa voix sensiblement plus petite maintenant. Tu ne sembles jamais vraiment avoir besoin de nous pour quoi que ce soit. J'avais absolument besoin de vous. J'avais désespérément besoin de vous. J'ai juste finalement arrêté de montrer ce besoin parce qu'à chaque fois que je tendais la main pour une connexion, vous choisissiez Amélie plutôt que moi. Hier était censé être vraiment important pour moi et vous l'avez nonchalamment manqué parce qu'elle avait besoin de courses. Elle a 28 ans, maman. Elle est tout à fait capable d'acheter ses propres courses comme n'importe quel autre adulte fonctionnel. Ta sœur a ses propres difficultés que tu ne comprends pas. Ces difficultés sont qu'elle n'a jamais eu à vraiment essayer quoi que ce soit parce que vous faites absolument tout pour elle sans poser de questions. Ce n'est pas vraiment lutter, maman. C'est être complètement assisté par des parents qui refusent de la laisser grandir et faire face aux conséquences naturelles. J'ai entendu ma mère prendre une inspiration brusque et offensée. Et pendant un bref instant, j'ai vraiment pensé qu'elle pourrait réellement entendre et absorber ce que je disais. Puis sa voix s'est à nouveau durcie notablement, retombant dans le ton défensif familier qui émergeait toujours automatiquement chaque fois que quelqu'un osait critiquer la précieuse Amélie. Je n'apprécie pas qu'on me parle de cette façon par ma propre fille. Ton père et moi avons toujours fait de notre mieux pour vous deux, les filles, de manière égale. Si tu as délibérément choisi de nous cacher toute ta vie, c'est entièrement ton propre choix. Mais n'ose pas nous reprocher de ne pas savoir des choses que tu refuses obstinément de partager. L'appel s'est terminé peu après cet échange sans résolution significative et certainement sans excuses offertes. J'étais assise seule dans ma belle et chère maison, complètement entourée de preuves tangibles de mon succès substantiel, et je ressentais la douleur profonde et familière d'être chroniquement incomprise par les personnes qui auraient dû me connaître le mieux au monde. Mais quelque chose semblait vraiment différent cette fois. Habituellement, ces conversations frustrantes avec ma mère me laissaient émotionnellement épuisée et honteusement vaincue, me demandant obsessionnellement si j'étais en quelque sorte responsable de notre terrible relation. Aujourd'hui, je ressentais une clarté inattendue à la place. Ma mère avait clairement révélé où se trouvaient en permanence ses véritables priorités. Et pour une fois dans ma vie, je n'allais pas me tordre dans des nœuds douloureux en essayant désespérément de gagner une approbation qui, de toute évidence, ne viendrait jamais. Je ne les ai pas rappelés avec des excuses. Je n'ai pas envoyé de SMS rampant pour essayer d'arranger les choses. Au lieu de cela, je me suis entièrement concentré sur mon travail, sur la vie épanouissante que j'avais construite complètement sans leur aide ou leur soutien. S'ils voulaient vraiment faire partie de mon monde à l'avenir, ils savaient certainement où me trouver. Mais j'en avais complètement fini de courir après des gens qui refusaient constamment de faire ne serait-ce que la moitié du chemin. 3 jours plus tard, ma sœur Amélie a appelé directement sur mon téléphone. Elle et moi nous parlions rarement sans que nos parents ne servent de médiateurs, notre relation ayant été définie presque entièrement par leur implication depuis l'enfance. Sa voix fut immédiatement hostile et agressive dès son premier mot. « Tu te crois tellement meilleur que tout le monde, n'est-ce pas? Bonjour à toi aussi, Amélie. Maman m'a tout raconté sur ton manoir chic, sur le fait que tu sois passée à la télévision nationale, et sur comment tu lui as dit en face qu'elle était une mère terrible et négligente. Ce n'est même pas proche de ce que j'ai réellement dit. Tu l'as fait pleurer, Chloé. Notre mère. C'est ce que tu voulais accomplir? Blesser délibérément notre propre mère et la faire se sentir mal dans sa peau? Je pris une lente et profonde inspiration, me rappelant consciemment que s'engager dans le drame fabriqué d'Amélie n'était jamais productif. Elle prospérait absolument dans le conflit, en se positionnant comme la victime innocente dans tous les scénarios imaginables. Je l'avais vu déployer avec succès cette tactique de manipulation toute notre vie ensemble. Je lui ai simplement dit la vérité honnête sur ce que je ressentais. Si entendre la vérité la fait pleurer, peut-être qu'elle devrait passer un peu de temps à réfléchir soigneusement à la raison. Mon Dieu, tu es si incroyablement moralisatrice. Tu l'as toujours été, depuis que nous sommes enfants. Ce n'est pas parce que tu as de l'argent maintenant que tu es automatiquement meilleur que le reste d'entre nous. Je n'ai jamais dit une seule fois que j'étais meilleur que quiconque, Amélie. Tu n'as pas eu besoin de le dire à voix haute. Tu l'as communiqué en silence toute ta vie avec tes bourses d'études chic et ta carrière impressionnante et ton attitude de sainte nitouche à propos de tout. Certains d'entre nous n'ont pas autant de chance que toi, Chloé. Certains d'entre nous luttent vraiment avec de vrais problèmes. Je fermai les yeux fermement,
luttant fort contre la forte envie d'énumérer toutes les innombrables façons dont les soi-disant difficultés d'Amélie étaient entièrement auto-infligées. Les emplois décents qu'elle avait quittés négligemment parce qu'elle les trouvait ennuyeux ou indignes d'elle. Les relations prometteuses qu'elle avait délibérément sabotées parce qu'elle refusait de faire des compromis ou de considérer les besoins de quelqu'un d'autre. Les années qu'elle avait complètement gaspillées à vivre à la maison sans loyer, laissant nos parents financer toute son existence alors qu'elle ne contribuait absolument à rien de valeur pour personne. Je n'ai pas eu de chance, dis-je doucement mais fermement. J'ai travaillé incroyablement dur pour tout ce que j'ai. Il y a une différence significative entre la chance et l'effort. Peu importe. Maman et papa sont tous les deux complètement dévastés par la façon dont tu les as traités. Ils pensent que tu dois les détester pour dire des choses aussi cruelles. Je ne les déteste pas. Je suis juste épuisé d'être leur pensée après coup perpétuel pendant 31 ans. Amélie ricana bruyamment avec mépris. Tout tourne toujours autour de toi, n'est-ce pas? Tes précieux sentiments, tes accomplissements importants, ta grande, chic et réussie vie. As-tu déjà pris le temps de penser à comment tout cela affecte le reste d'entre nous? Maintenant, tout le monde en ville sait que tu as un succès fou et ils vont nous comparer défavorablement. As-tu la moindre idée de ce que ça fait pour moi? Pendant un long moment, je fus sincèrement sans voix. L'audace pure de sa plainte était presque impressionnante d'égocentrisme, même pour Amélie. Elle était contrariée parce que mon succès la faisait paraître mauvaise en comparaison. Pas parce qu'elle était fière de sa propre sœur. Pas parce qu'elle était heureuse de ce que j'avais accompli par un travail acharné. Mais purement parce que cela mettait en évidence son propre manque total de réalisation ou d'ambition. Peut-être, dis-je lentement et délibérément, au lieu d'être contrarié que j'ai réussi, pourrais-tu l'utiliser comme motivation pour enfin faire quelque chose de significatif de ta propre vie? La ligne téléphonique devint silencieuse. Elle m'avait brusquement raccroché au nez. Je posai mon téléphone et regardai par la fenêtre les montagnes pendant un long moment, essayant de traiter ce qui venait de se passer. Ma mère pleurait parce que je lui avais dit la vérité sur notre dynamique familiale. Ma sœur était en colère parce que mon succès la faisait paraître mauvaise. Et quelque part dans tout ce chaos émotionnel, j'étais apparemment censé me sentir coupable d'avoir travaillé dur et construit quelque chose de significatif avec ma vie. Mais je ne me sentais pas du tout coupable. Je ressentais quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir. Je me sentais véritablement libre. La confrontation avait dépouillé les toutes dernières illusions que j'avais entretenues sur ma famille. Ils n'allaient jamais me célébrer. Ils n'allaient jamais reconnaître mes accomplissements sans trouver un moyen de tout ramener à eux. Ma mère donnerait toujours la priorité à Amélie avant moi. Ma sœur ressentirait toujours amèrement mon succès. Et mon père, qui ne m'avait pas adressé un seul mot pendant toute cette situation douloureuse, resterait l'absence silencieuse qu'il avait toujours été tout au long de ma vie. Pendant des années, je m'étais dit que si seulement j'accomplissais assez, travaillais assez dur, devenais assez réussi, ils me verraient enfin, m'apprécieraient enfin, m'aimeraient enfin comme des parents sont censés aimer leurs enfants. Mais l'épisode télévisé avait prouvé de manière concluante ce que j'aurais dû accepter il y a longtemps. Aucune quantité de succès ne changerait jamais leur perception fondamentale. À leurs yeux, je serais toujours la pensée après coup, la fille difficile qui ne semblait pas avoir besoin d'eux, celle qui devrait être pathétiquement reconnaissante pour les miettes d'attention qui lui parvenaient occasionnellement. La liberté d'accepter cette douloureuse vérité était à la fois profondément libératrice et tranquillement dévastatrice. Je n'avais plus à courir après leur approbation, mais je devais aussi abandonner l'espoir de la recevoir un jour. Cet espoir m'avait soutenu à travers des années de déception, une petite flamme que j'avais soigneusement protégée, même alors qu'il l'éteignait à plusieurs reprises avec indifférence. Maintenant, elle était enfin éteinte, et je me retrouvais debout dans l'obscurité, essayant de comprendre qui j'étais sans elle. 2 semaines après la diffusion de l'épisode, ma vie était revenue à un semblant de normalité. La vague initiale et écrasante d'attention s'était transformée en un flux constant d'excellentes opportunités, et j'étais professionnellement plus occupé que jamais. Mais quelque chose de ces confrontations avec ma famille persistait, une agitation que je n'arrivais pas tout à fait à secouer. J'avais tracé une ligne claire, et ils avaient choisi de ne pas la franchir. La relation était effectivement terminée, à moins que quelque chose de significatif ne change, et je savais que le changement ne viendrait pas de moi. Puis j'ai reçu un message inattendu. Ma tante Patricia, la sœur aînée de ma mère, m'a contacté via les réseaux sociaux. Nous ne nous étions pas parlé depuis des années. Notre contact se limitait à des rassemblements de vacances occasionnels et gênants où elle semblait toujours légèrement mal à l'aise en présence de mes parents.
Son message était bref mais vraiment intrigant. Chloé, j'ai vu l'épisode sur M6. Félicitations pour tout ce que tu as accompli. J'ai des choses importantes à te dire sur ta famille. Des choses qui pourraient t'expliquer beaucoup sur pourquoi les choses sont comme elles sont. Pouvons-nous nous rencontrer? Je fixais le message pendant un long moment, essayant de décider si je voulais ouvrir cette porte particulière. Patricia avait toujours été gentille avec moi, notablement plus gentille que ma propre mère, bien qu'elle se soit tenue à l'écart des drames familiaux. Si elle me contactait maintenant, cela signifiait que quelque chose d'important lui trottait dans la tête. J'ai accepté de la rencontrer le samedi suivant dans un café tranquille à Annecy. Elle a fait les 3 heures de route seule, arrivant l'air nerveuse, mais clairement déterminée à avoir cette conversation. Nous nous sommes installés dans une banquette d'angle, loin des autres clients. Et après quelques banalités sur le temps et son trajet, elle a pris une profonde inspiration. Ce que je suis sur le point de te dire aurait dû être dit il y a de nombreuses années. Je me suis disputé à plusieurs reprises avec ta mère à ce sujet, mais elle refusait absolument d'en discuter. J'ai porté cette culpabilité pendant si longtemps, et quand je t'ai vu dans cette émission de télévision, si incroyablement réussie et si clairement seule dans ce succès, j'ai su que je ne pouvais plus rester silencieuse. Mon cœur a commencé à s'emballer. De quoi parles-tu? Patricia baissa les yeux sur son café intact, rassemblant ses pensées avec soin. Ta mère et moi avions des pères différents. Tu le savais déjà. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que ta grand-mère me favorisait lourdement exactement de la même manière que ta mère favorise Amélie. J'étais la jolie, la facile, celle qui recevait toute l'attention et les louanges. Ta mère a grandi en se sentant complètement invisible et fondamentalement mal aimée. Elle s'est juré qu'elle ne ferait jamais ça à ses propres enfants. Mais elle m'a fait exactement ça. Oui. Et la raison est compliquée et douloureuse. Patricia a finalement rencontré mes yeux directement. Quand tu es né, tu ressemblais exactement à notre mère. Même trait du visage, mêmes expressions, même manière en grandissant. Ta mère t'aime, Chloé. Je le crois vraiment. Mais elle voit aussi sa propre mère en toi. La femme qui l'a fait se sentir sans valeur et invisible. Et elle n'arrive pas à séparer les deux images dans son esprit. Alors elle a surcorrigé avec Amélie, déterminée à ne jamais faire ressentir à un autre enfant ce qu'elle a ressenti en grandissant. Je suis resté assise dans un silence stupéfait, essayant de traiter cette révélation. La négligence de ma mère n'était pas aléatoire ou simplement préférentielle. Elle était enracinée dans un traumatisme profond, dans une blessure si profonde qu'elle l'avait transférée sur son propre enfant innocent sans même se rendre compte de ce qu'elle faisait. Elle m'a puni parce que je ressemblais à quelqu'un que je n'ai même jamais connu, ai-je finalement dit. Patricia a hoché la tête, des larmes se formant dans ses yeux. J'aurais dû te le dire plus tôt. J'aurais dû me battre plus fort quand j'ai vu ce qui se passait. Mais ta mère et moi avions nos propres problèmes non résolus, et j'ai laissé cela m'empêcher de faire ce qui était juste. Pourquoi me le dire maintenant? Parce que je t'ai vu dans cette émission de télévision, et j'ai vu une femme qui avait réussi malgré tous les obstacles. Mais j'ai aussi vu quelqu'un qui avait l'air seul. Quelqu'un qui méritait de comprendre qu'elle n'avait jamais été le problème. L'incapacité de ta mère à t'aimer correctement n'a jamais été à propos de toi, Chloé. Ça a toujours été à propos de son propre cœur brisé. Je ne savais pas quoi faire de cette information. Une partie de moi ressentait une véritable compassion pour l'enfant blessé que ma mère avait été. Une partie de moi ressentait de la rage qu'elle m'ait infligé sa douleur non résolue plutôt que de chercher une aide professionnelle. Et une partie de moi ressentait un étrange sentiment de validation. Je n'avais pas imaginé la disparité. Je n'avais pas été hypersensible ou ingrate. Il y avait une vraie raison à tout, même si cette raison était profondément injuste. Patricia et moi avons parlé pendant des heures. Elle a comblé les détails de notre histoire familiale, des schémas de favoritisme qui s'étaient répétés à travers les générations. Elle s'est excusée à plusieurs reprises pour ces années de silence, et je me suis surprise à lui pardonner, même si je n'étais pas entièrement sûr de devoir le faire. Au moment où nous nous sommes séparés, le soleil se couchait derrière les montagnes, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. Je suis rentré chez moi en me sentant différente de ce matin. La colère envers ma famille demeurait, mais elle était maintenant tempérée par la compréhension. Ma mère n'était pas une méchante. C'était une personne abîmée qui m'avait abîmé à son tour. Cela n'excusait pas son comportement, mais cela l'expliquait. La question maintenant était de savoir quoi faire de cette connaissance. 6 mois passèrent.
L'épisode de M6 avait propulsé ma carrière dans une toute nouvelle stratosphère, et j'étais plus occupé que jamais dans ma vie professionnelle. De nouveaux projets de développement passionnants remplissaient complètement mon calendrier. Des conférences m'emmenaient à travers le pays, et mon entreprise s'était agrandie pour inclure une talentueuse équipe de 12 professionnels dévoués. J'avais fait la liste Forbes des meilleurs promoteurs immobiliers de moins de 40 ans, donné des interviews à de grandes publications nationales et m'étais établi comme une voix de premier plan dans le développement de luxe durable. Le succès était arrivé en abondance, et il ne montrait aucun signe de ralentissement. Pendant toute cette croissance remarquable, mes parents restaient remarquablement absents. Après la révélation de Patricia, je m'attendais à moitié à ce que ma mère me contacte pour reconnaître les schémas douloureux qui avaient façonné notre relation. Elle ne l'a jamais fait. Ma sœur continuait de poster des tweets amers sur les réseaux sociaux, ne me nommant jamais directement, mais faisant clairement référence à mon succès avec un ressentiment à peine voilé. Mon père est resté un fantôme, aussi invisible dans ma vie d'adulte qu'il l'avait été tout au long de mon enfance. J'ai trouvé une paix inattendue dans leur silence. Sans le cycle constant et épuisant de tendre la main et d'être rejeté, je pouvais me concentrer entièrement sur ma propre croissance et mon bonheur. Manon avait eu raison toutes ces années. Leur incapacité à voir ma valeur était un reflet d'eux, pas de moi. Je n'avais plus besoin de leur validation car j'avais trouvé quelque chose de plus durable, ma propre confiance en moi. Le tournant est venu de manière inattendue, comme c'est souvent le cas. Une journaliste nommée Caroline, écrivant un article majeur sur les femmes dans la promotion immobilière, a demandé une interview approfondie. L'article paraîtrait dans un prestigieux magazine national, atteignant un public bien plus large que tout ce que j'avais connu auparavant. J'ai accepté, pensant que ce serait du matériel promotionnel standard sur mes projets. Mais Caroline s'intéressait à plus que mes réalisations professionnelles. Elle voulait comprendre la personne derrière le succès. Au cours de notre conversation, je me suis retrouvé à partager des choses que je n'avais jamais discutées publiquement. La dynamique familiale qui m'avait façonné, l'isolement de grandir en me sentant invisible, la détermination que j'avais forgée à partir de cette douleur. J'ai parlé de la pendaison de crémaillère et de l'absence de mes parents, de l'épisode de M6 qu'ils avaient manqué, des confrontations qui avaient suivi. On dirait que votre succès est une forme de vengeance, observa Caroline pensivement. J'ai réfléchi à cela. Pas exactement une vengeance, plutôt une preuve. La preuve que leur mépris envers moi était une erreur. La preuve que j'étais toujours capable de plus qu'ils ne le croyaient. L'article a été publié 2 mois plus tard, et la réponse a été écrasante. Des femmes de tout le pays m'ont contacté pour partager des histoires similaires. Des familles qui avaient favorisé un enfant par rapport à un autre. Des parents qui n'avaient jamais reconnu leur réalisation. Des frères et sœurs qui enviaient leur succès. J'avais touché une corde sensible dont je ne soupçonnais pas l'existence. Et soudain, mon histoire était plus grande que juste moi. Mes parents ont vu l'article. Cette fois, ils ne pouvaient pas l'éviter car des connaissances communes se sont assurées qu'ils le sachent. L'exposition était nationale. L'histoire, détaillée et profondément personnelle. Tout ce que j'avais gardé privé pendant des années était maintenant public. Et il n'y avait nulle part où il pouvait se cacher de la vérité sur la façon dont il m'avait traité. L'appel de ma mère est arrivé 3 jours après la publication de l'article. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Sa voix était différente de ce qu'elle avait jamais été, plus petite et plus incertaine. Chloé, nous devons parler de cet article. Qu'y a-t-il à ce sujet ? Tu nous as fait passer pour des monstres aux yeux de tout le monde. Les gens de notre ville en parlent. Les voisins, nos amis de l'église, tous ceux que nous connaissons. Ils l'ont tous lu. Ils savent tout ce que tu as dit sur nous. J'ai senti la vieille traction familière, l'instinct de m'excuser et d'arranger les choses. Mais je l'ai fermement repoussé. Tout ce que j'ai dit était complètement vrai. Vous avez manqué ma pendaison de crémaillère pour des courses. Vous n'êtes jamais venu à mes remises de diplôme. Vous avez toujours donné la priorité à Amélie avant moi. Je ne vous ai pas fait passer pour des monstres. J'ai simplement décrit ce qui s'est passé. Tu ne comprends pas à quel point c'était difficile pour moi, dit ma mère, la voix brisée. Élever 2 enfants, essayer de bien faire pour vous deux. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais j'ai fait de mon mieux. Ton mieux n'était pas suffisant. Et au lieu de le reconnaître, tu appelles pour te plaindre de l'image que la vérité donne de toi. Silence. Puis si doucement que j'ai failli le manquer. Je suis désolé.
2 mots que j'avais attendu toute ma vie d'entendre. Je les ai laissés flotter dans l'air, sentant leur poids, testant s'ils changeaient quoi que ce soit. Ils ne changeaient rien. Des excuses après 31 ans, provoquées uniquement par l'embarras public, n'étaient pas la réconciliation dont j'avais autrefois rêvé. C'était du contrôle de dégâts. Merci d'avoir dit ça, répondis-je prudemment. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je ne suis plus en colère. Je ne te déteste pas, mais je ne te fais pas confiance non plus. Tu m'as montré tout au long de ma vie où se situaient tes priorités, et elles n'ont jamais été avec moi. Une seule excuse forcée par la pression publique ne change pas cela. Que veux-tu que je fasse? Je veux que tu réfléchisses à si tu veux vraiment une relation avec moi ou si tu veux juste réparer ta réputation. Parce que je ne suis pas intéressé à être ta fille seulement quand c'est pratique ou que ça te donne une bonne image. Si tu veux faire partie de ma vie, tu dois te montrer constamment, célébrer mes succès et me traiter comme si je comptais. Si tu ne peux pas faire ça, alors s'il te plaît, laisse-moi tranquille. J'ai mis fin à l'appel en ressentant quelque chose d'inattendu. Pas du triomphe, pas de la tristesse, mais une forme de clôture. J'avais dit ce que j'avais besoin de dire, fixer des limites que j'aurais dû fixer des années auparavant, et laisser la décision entre ses mains. Quoi qu'il arrive ensuite, cela dépendait d'elle. Les retombées de l'article ont continué pendant des semaines. Ma sœur a posté une longue réponse sur les réseaux sociaux, me traitant de menteuse et de personne en quête d'attention, ce qui n'a fait qu'attirer davantage l'attention sur l'article original et la faire paraître mesquine et sur la défensive. Des amis de mes parents m'ont contacté en privé, confirmant tout ce que j'avais écrit et partageant leurs propres observations sur la dynamique familiale. La communauté dans laquelle j'avais grandi voyait enfin ce qui avait été caché à la vue de tous pendant des décennies. Ma mère a tenté de reconstruire la relation, maladroitement au début. Elle a envoyé des cartes d'anniversaire pour la première fois depuis des années. Elle appelait occasionnellement pour donner des nouvelles de sa vie, posait des questions sur la mienne. C'était guindé et inconfortable, mais c'était un effort. Et je l'ai reconnu, même si je ne pouvais pas y faire entièrement confiance. Mon père est resté complètement silencieux. Certaines personnes ne changent jamais, et il semblait déterminé à prouver cette vérité. Amélie oscillait entre l'hostilité et une politesse distante, ne s'excusant jamais vraiment, mais commentant occasionnellement mes publications sur les réseaux sociaux avec des émojis neutres. Ce n'était pas la réconciliation familiale dont j'avais autrefois fantasmé. Mais c'était quelque chose, un début, peut-être, ou du moins une reconnaissance que les anciens schémas ne pouvaient pas continuer. Le dernier moment de clarté est venu 1 an après la pendaison de crémaillère, lors de l'inauguration de mon nouveau projet. J'avais développé un complexe hôtelier de charme en montagne, une destination de luxe durable qui représentait tout ce en quoi je croyais en matière de conception réfléchie et de responsabilité environnementale. L'événement d'ouverture a été couvert par les médias régionaux, a attiré les leaders de l'industrie et a été reconnu comme une réalisation importante dans mon domaine. Ma mère est venue. Elle a conduit 3 heures seule, est entrée dans l'événement par elle-même et m'a trouvé dans la foule. Elle n'a pas essayé de s'attribuer le mérite ou de faire du moment le sien. Elle m'a simplement serré dans ses bras, m'a dit qu'elle était fière et m'a demandé si je pouvais lui faire visiter la propriété. C'était un si petit geste, mais c'était aussi tout ce que j'avais toujours voulu. Reconnaissance, présence, effort. Je lui ai fait visiter les lieux, soulignant les caractéristiques que j'avais conçues, expliquant ma vision de l'espace. Elle a écouté, posé des questions et semblait sincèrement intéressée. À la fin de la visite, debout sur une terrasse surplombant la vallée, elle s'est tournée vers moi avec des larmes aux yeux. J'ai perdu tellement d'années, a-t-elle dit. Je ne peux pas les récupérer, et je ne peux pas expliquer entièrement pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Mais je suis là maintenant, et je veux faire mieux. J'ai hoché la tête, pas tout à fait prête à pardonner entièrement, mais disposée à accepter la possibilité. La guérison prendrait du temps, si elle se produisait un jour. Mais pour la première fois, j'ai cru que ce pourrait être possible. Dans les mois qui ont suivi la publication de l'article, les conséquences pour ma famille ont continué à se dérouler de manière qu'aucun d'eux n'avait anticipée. Amélie, faisant enfin face à la réalité que nos parents ne pouvaient pas la protéger éternellement de la perception publique, s'est inscrite à des cours dans une université locale et a commencé à travailler à temps partiel dans une boulangerie. C'était un petit pas, mais c'était un mouvement, et j'ai choisi de le voir comme un progrès, même s'il venait de l'embarras plutôt que d'une véritable croissance. Ma mère a rejoint un groupe de thérapie pour les parents confrontés à l'éloignement familial, chose que j'ai apprise par ma tante Patricia.
L'exposition l'avait forcé à affronter des schémas qu'elle avait passé des décennies à éviter. Et bien que je ne sache pas si elle changerait vraiment, l'effort signifiait quelque chose. Mon père est resté aussi distant que jamais. Mais des rapports de la famille suggéraient qu'il était devenu plus silencieux, plus renfermé, comme si le bilan public de son absence avait finalement fait son chemin dans sa conscience. La communauté qui n'avait vu autrefois que la surface polie de ma famille comprenait maintenant la vérité inconfortable. Et cette vérité portait des conséquences qu'aucun d'eux n'avait anticipées. Leur réputation dans notre petite ville natale a été définitivement altérée. Leur position dans leur communauté religieuse, remise en question. Leur image soigneusement construite de la famille parfaite, brisée par mes paroles honnêtes. La course aux provisions qui avait semblé si importante ce jour-là se dressait maintenant comme un symbole de tout ce qu'ils avaient mal fait. Alors que je me tenais sur la terrasse de ma maison de montagne un soir, regardant le soleil se coucher derrière les sommets dans des teintes brillantes d'orange et d'or, j'ai réfléchi à tout ce qui m'avait amené à ce moment. La vengeance que j'avais cherchée n'avait jamais consisté à détruire ma famille ou à les exposer par cruauté. Il s'agissait d'être vu, enfin et entièrement, par des gens qui m'avaient ignoré toute ma vie. L'épisode de M6, l'article, la reconnaissance publique de mon succès. Ce n'étaient pas des armes que j'avais brandies avec malice. C'étaient des miroirs renvoyant à ma famille exactement ce qu'ils avaient refusé de voir pendant 31 ans. J'avais construit une vie extraordinaire, une vie remplie de buts, de beauté et de gens qui m'aimaient sincèrement sans condition ni réserve. Et je l'avais fait sans leur aide, leur soutien ou leur confiance en moi. En repensant à ce parcours, j'ai réalisé que la plus grande vengeance n'était pas l'exposition publique ou le règlement de comptes inconfortables auxquels ma famille avait été confrontée. C'était la paix que j'avais finalement trouvée en moi-même. La connaissance inébranlable que j'étais digne d'amour et de reconnaissance, qu'ils choisissent ou non de me les fournir. Mon avenir s'étendait devant moi, brillant de possibilités et de promesses. Et pour la première fois de toute ma vie, je marchais vers lui sans regarder en arrière, sans espérer qu'il me suive, et sans avoir besoin de leur approbation pour me sentir complète.